Le garçon aux grandes oreilles. Kenya Meken, il était une fois dans un pays lointain, très très lointain, un gouverneur, un hakim, dont le fils avait de grandes oreilles. Comme le garçon en avait honte, pour sortir, il les cachait sous un bonnet. Si cela venait à s'ébruiter, il serait la risée de tout le pays. C'est pourquoi son père faisait appel à un coiffeur pour lui couper les cheveux à domicile, loin des regards indiscrets. Le coiffeur, rongé par la curiosité, finissait toujours par vouloir savoir pourquoi le garçon avait de si grandes oreilles et là, il commettait l'irréparable. On lui laissait couper les cheveux du garçon, puis on lui coupait la tête pour qu'il ne révèle pas le secret. Les coiffeurs se succédèrent, tous posèrent la même question, tous coupèrent les cheveux du garçon et à tous, on trancha la tête. Un jour, on fit venir un coiffeur réputé pour sa discrétion. Il vit les grandes oreilles du garçon, mais ne chercha pas à savoir pourquoi elles étaient aussi grandes. Il coupa les cheveux et au moment de partir, le hakim lui recommanda de garder le secret s'il voulait garder sa tête. De retour chez lui, le coiffeur s'aperçut que le secret qu'il détenait prenait une telle ampleur, une telle place que son corps gonflait, à en devenir trop lourd. Pour se libérer de ce poids qui l'écrasait depuis de nombreux jours, il se rendit près d'un puits, se pencha le plus possible dans le vide et cria « Le garçon du hakim, il a de grandes oreilles! Le garçon du hakim, il a de grandes oreilles! Le garçon du hakim, il a de grandes oreilles !» Pour la malchance du coiffeur, la grenouille l'entendit et se mit à crier « Le garçon du hakim, il a de grandes oreilles! Le garçon a de grandes oreilles! Le garçon a de grandes oreilles !» Le pigeon, venu se désaltérer près du puits, entendit la grenouille et répéta à son tour « Le garçon a de grandes oreilles! Le garçon a de grandes oreilles! Le garçon a de grandes oreilles !» Le corbeau entendit le pigeon et se mit à hurler « Le garçon a de grandes oreilles! Il a de grandes oreilles! Il a de grandes oreilles! Il a de grandes oreilles !» Les autres oiseaux l'entendirent et crièrent à leur tour « Le garçon a de grandes oreilles! Il a de grandes oreilles! Il a de grandes oreilles! Il a de grandes oreilles !» Le secret fut révélé. La nouvelle se répandit dans tout le pays et arriva aux oreilles du hakim qui rentra dans une grande colère. Il ordonna à ses gardiens de lui amener le coiffeur pour le punir. Arrivé devant lui, le coiffeur jura Allah d'avoir gardé le secret et nia en avoir parlé à quiconque. À ce moment-là, le garçon intervint et dit à son père que le coiffeur était sincère. Et puis, après tout, la nouvelle s'était propagée et tout le pays était aujourd'hui au courant. Cela ne sert à rien de tuer le coiffeur. Je suis une créature de Dieu. Je n'ai pas à rougir d'être différent des autres. Sur ce, le coiffeur fut relâché et le garçon, libéré de sa honte, sortait désormais sans bonnet. Mon conte est parti avec la rivière et moi je suis resté avec les gens honnêtes. مشيت خرفتي مع الواد وانا بقيت مع الجواد. Le pigeon, le loup et la cigogne. Sur la plus haute branche d'un arbre, il y avait un nid. Et dans ce nid vivait une pigeonne et ses pigeonneaux. Un jour, un loup à l'estomac vide et à la langue pendante remarqua le nid de la mère pigeon et sa couvée. Cela lui mit l'eau à la bouche et de sa grosse voix, il dit « Tante pigeonne, j'ai très faim. Offre-moi vite un de tes petits,
sinon tu goûteras ma furie. Je hurlerai, je gronderai, je mugirai, et je soufflerai sur ton arbre, il se cassera, et toi et tes petits, je vous mangerai sans vous déplumer d'une seule bouchée. Terrifiée, la mère pigeonne tremblait de tout son corps. Paniquée, elle sacrifia un de ses pigeonneaux pour protéger ses autres enfants. D'une bouchée, le loup l'avala. Il se pourlécha les babines et se dit qu'il avait trouvé là un délicieux garde-manger. Le lendemain, il revint au pied de l'arbre et de sa terrible voix dit « Tante pigeonne, j'ai encore très très faim. Offre-moi vite un de tes petits, sinon tu goûteras ma furie. Je hurlerai, je gronderai, je mugirai, et je soufflerai sur ton arbre, il se cassera, et toi et tes petits, je vous mangerai sans vous déplumer d'une seule bouchée. » Glacée d'effroi, elle se résolut, les larmes au cœur, à sacrifier un autre pigeonneau. Sans pitié, d'une bouchée, le loup l'avala. Il se pourlécha les babines et se dit qu'il avait trouvé là un délicieux garde-manger. La pauvre maman ne savait plus que faire. Les larmes aux yeux, désemparée, elle quitta son nid et se posa au milieu d'un champ. Ses larmes coulaient abondamment sur son jabot. La pauvre pigeonne se lamentait toujours et encore sur son sort. Une cigogne survola le champ et entendit la complainte de l'oiseau. Curieuse et intriguée, elle se posa près de la mère pigeonne. « Pauvre cousine, quelle est donc la raison de cette grande tristesse? Un grand malheur s'est abattu sur ma famille. Tous les jours, le loup nous menace, moi et mes enfants. De sa méchante voix, il me dit « Tante pigeonne, j'ai encore très très faim. Offre-moi vite un de tes petits, sinon tu goûteras ma furie. Je hurlerai, je gronderai, je mugirai et je soufflerai sur ton arbre. Il se cassera. Et toi et tes petits, je vous mangerai d'une seule bouchée. » À chaque fois, j'ai obéi et j'ai sacrifié un de mes petits. Il ne m'en reste pas beaucoup. La cigogne éclata de rire et lui dit « Idiote que tu es! A-t-on déjà vu un loup souffler sur un arbre? A-t-on déjà vu un loup casser un arbre? A-t-on déjà vu un loup grimper à un arbre? Non. Alors écoute, quand il reviendra, dis-lui qu'il peut hurler, gronder, mugir, souffler, tant qu'il le voudra. Ne fais rien. Et surtout, ne lui dis pas que c'est moi qui t'ai donné ce conseil. » Le jour suivant, le loup revint au pied de l'arbre et entonna son refrain. « Tante pigeonne, j'ai toujours très faim. Offre-moi vite un de tes petits, sinon tu goûteras ma furie. Je hurlerai, je gronderai, je mugirai, et je soufflerai sur ton arbre, il se cassera, et toi et tes petits, je vous mangerai sans vous déplumer d'une seule bouchée. » La pigeonne prit tout son courage, gonfla son jabot, et d'un air moqueur lui répondit « Pauvre loup, tu peux hurler, gronder, mugir et souffler autant que tu le voudras. Tu n'auras rien. Tu veux mes petits? Grimpe sur cet arbre si tu le peux. » Oups! Le loup n'en croyait pas ses oreilles. « Dis-moi qui t'a dit de me répondre comme ça?
Ma cousine la cigogne m'a fait jurer de ne rien dire. La cigogne? Le loup était affamé. Il s'allongea sous l'arbre. Il avait la langue qui pendait et de la mousse lui sortait par les trous de nez. Quand il retrouva un peu de force, il décida de s'occuper de la maudite cigogne. Au bord du champ, il y avait une plaque de ciment. Sur cette plaque, il vomit toute l'écume qui lui restait encore dans son estomac. De loin, il aperçut la cigogne qui l'observait. Il l'appela. « Cigogne, chère cigogne, que je suis heureux de te revoir. Cela faisait si longtemps. Je suis tellement en joie que je t'offre ce repas. » Méfiante, la cigogne s'approcha de quelques pas. « Allez, approche, regarde ce bon repas, il est pour toi. » N'ayant plus aucune crainte, elle s'avança encore de quelques pas, allongea son long cou et picora les vomissures et tout ce que le loup avait régurgité. Elle se régalait. Soudain, le loup se jeta sur la cigogne, l'attrapa, la coinça entre ses grosses pattes et de sa méchante voix lui dit « Cigogne trop bavarde, tu vas payer pour tes mauvais conseils. À cause de toi, la pigeonne ne m'offre plus ses petits. J'avais trouvé là un délicieux garde-manger. Maintenant, c'est toi qui vas le remplacer. Je vais te déplumer et te dévorer. » Me manger? Mais regarde-moi, je n'ai que la peau sur les os. En revanche, je connais un endroit où la nourriture coule en abondance. Si tu montais sur mon dos, je t'y emmènerai. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le loup grimpa sur le dos de la cigogne, et tous deux s'envolèrent très haut dans les cieux. La cigogne interrogea le loup. « Que vois-tu en dessous ?»« En dessous, je vois un immense champ de blé. » La cigogne, de quelques battements d'ailes volant encore plus haut. « Hé loup, que vois-tu maintenant ?»« La terre est devenue comme un tapis. » La cigogne vola encore plus haut. Elle avait atteint le firmament du ciel. Et maintenant, ouh là 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 là, j'ai le vertige. Mais que vois-tu? Un plat de tagine. Nous avons trouvé le plat, il nous reste à trouver la nourriture, lui répondit la cigogne. Et maintenant, qu'aperçois-tu tout en bas? Je vois une petite lentille bleue. La cigogne était arrivée au-dessus de l'océan. De son regard perçant, elle apercevait l'écume blanche des vagues. La mer était déchaînée, mais le loup n'entendait rien et ne voyait rien. Vois-tu cette petite lentille? Il y a de la belle mousse blanche. C'est une crème délicieuse qui coule sans fin, lui dit la cigogne. Le loup en avait l'eau à la bouche. La cigogne lui dit: « Nous allons descendre. Desserre tes pattes autour de mon cou et je me poserai. » À peine le loup desserra-t-il son étreinte que la cigogne se retourna, vola sur le dos. Le loup tomba. Dans un hurlement sans fin, il tombait, tombait, tombait. Du haut du ciel, elle vit le pauvre animal qui se débattait dans une mer déchaînée. Il disparut. De retour sur la terre ferme, la cigogne, fâchée, retourna voir la pigeonne et la questionna. « Ingrate! Pourquoi n'as-tu pas gardé notre secret? À cause de toi, j'ai failli être mangé moi aussi. » Honteuse, le regard baissé, la pigeonne lui répondit d'une petite voix. « Mille excuses, ma cousine. Quoi que je fasse,
Devant le loup, je perds tous mes moyens. Je n'ai pu me retenir de lui dire la vérité. Ne me confie plus aucun secret. La vérité est que tu me fais pitié et je n'aurai plus confiance en toi. La cigogne s'envola et oublia vite cette histoire. Quant à la pigeonne, une fois que ses petits volèrent de leurs propres ailes, elle raconta cette terrible histoire à toutes ses amies. J'étais allongé sous un arbre. Je l'ai écoutée, puis j'ai marché jusqu'ici pour vous la raconter. La chatte imprudente. Il était une fois un jeune homme du nom de Hamidi qui habitait une toute petite cabane dans un village très haut perché dans la montagne. Il vivait seul et sa seule compagnie était une jolie petite chatte. Dès que le soleil se levait, il se rendait dans la grande forêt et là, il cherchait de quoi vivoter, mais surtout de quoi nourrir la petite chatte. Il ne revenait qu'une fois le soleil couché. Enfermée à longueur de journée, la chatte trouvait le temps long. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, l'ennui commençait à la gagner. Il n'y avait plus depuis longtemps une souris, un scarabée ou une mouche à chasser. Ce jour-là, elle trouva un autre jeu. Elle monta sur la table et avec sa petite patte fit tomber l'assiette où il y avait le repas de son maître. Elle renversa la jarre de lait et se régala avec tout ce qu'elle avait renversé. Puis, satisfaite, se lécha les babines, les pattes et attendit son maître. Ce jour-là, Hamidi rentra de la forêt et dans sa musette, il n'avait rien à se mettre sous la dent. Mais, se disait-il, j'ai un petit repas qui m'attend chez moi. Quand il ouvrit la porte, qu'il vit toute sa vaisselle cassée et son repas par terre, il fut pris d'une terrible colère. « Maudit chat, je me fatigue pour te trouver à manger et toi tu souilles ma seule nourriture de la journée. Tu vas voir ce que tu vas voir !» Il attrapa la chatte, se saisit d'un petit couteau et là, d'un petit coup, il lui coupa le bout de la queue et l'accrocha sur un mur. Et toujours furieux, il lui dit « Tu peux pleurer jour et nuit, verser un lac de larmes, je ne te rendrai ta queue que si tu remplis de nouveau ma jarre de lait. » Dès le lendemain matin, la chatte se réveilla tôt et se mit en chemin. Elle traversa la grande forêt, arriva dans de grandes prairies et vit une vache. Elle lui chanta « La vache, la vache, la vache, donne-moi du bon lait pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. » « Je veux bien t'aider, lui dit la vache, mais pour donner du lait, il me faut de l'herbe. » La chatte courut trouver une prairie. « Prairie, 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 donne-moi de l'herbe que je donnerai à la vache qui me donnera du bon lait pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. »« Je suis tout assoiffé, tout desséché. Trouve-moi de l'eau et je te donnerai de l'herbe, lui dit la prairie. » La chatte trouva un petit ruisseau et lui chanta « Ruisseau, 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 donne-moi de la bonne eau que je donnerai à la prairie, qui me donnera de l'herbe que je donnerai à la vache, qui me donnera du bon lait, pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. Je ne suis qu'un petit ruisseau. Il faudrait que la grande rivière me donne un peu de son eau. » La chatte trouva la rivière. Elle lui chanta «
Rivière, 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 donne-moi de ton eau que je donnerai au ruisseau, qui me donnera de l'eau que je donnerai à la prairie, qui me donnera de l'herbe que je donnerai à la vache, qui me donnera du bon lait pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. Le ciel ne donnera plus de pluie, et la rosée du matin n'y suffira pas. Lui dit la grande rivière, je ne suis qu'un mince filet qui coule dans son lit. Seule la montagne pourrait m'offrir un peu de neige. Alors, la petite chatte grimpa, jusqu'au sommet tout blanc de la montagne. Elle avait si froid, et de sa petite voix elle susurra. Montagne, 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 donne-moi un peu de neige que je donnerai à la rivière qui me donnera de son eau, que je donnerai au ruisseau qui me donnera de l'eau, que je donnerai à la prairie qui me donnera de l'herbe, que je donnerai à la vache qui me donnera du bon lait pour remplir la jarre que j'ai renversée et récupérer ma queue que mon maître a coupée. Je suis désolé, lui dit la montagne. Je dois garder ma glace jusqu'à l'été. Descends et attends que le soleil soit ardent. La chatte descendit, le cœur gros. Voilà, se dit-elle, ma grosse bêtise a de graves conséquences. Je suis une chatte sans queue qui n'ose plus se montrer de peur d'être moquée. J'ai faim. À midi, mon maître a eu raison d'être furieux. Ça fait mal d'avoir faim. La prochaine fois, j'y regarderai à deux fois avant de faire des bêtises. La chatte était très triste. Elle s'allongea, s'enroulant sur elle-même, et attendit que la montagne daigne laisser fondre la neige. Les semaines passèrent. Les lunes passèrent, les saisons passèrent. Un beau matin, la chatte entendit le doux bruit de l'eau. La neige était en train de fondre. Elle remercia la montagne. La rivière se remplit et donna de l'eau au ruisseau, qui irrigua la prairie pour donner de l'herbe tendre à la vache, qui, satisfaite, donna du bon lait. Enfin, la chatte remplit la jarre qu'elle avait renversée. Elle revint chez son maître à midi. Il était heureux de revoir sa compagne. Elle sauta dans ses bras et ronronna. À midi, la serra contre son cœur et lui recolla la queue. Devant la porte, il trouva la jarre pleine de lait. Et la vie redevint comme avant. Mon conte est parti. Le vent l'a emmené. Un jour, il reviendra. Le chat vertueux. كان يا سيدي حتى كان وكان dans les temps les plus anciens un chat vertueux, si vertueux qu'on l'avait appelé chat d'Urneim. Il était connu pour sa bonté, son intégrité et sa fidélité. Il était très apprécié dans son entourage, mais comme il ne pouvait pas s'acquitter des travaux des hommes, la famille qu'il avait adoptée l'affecta aux courses. Un jour d'été, il est chargé d'apporter le déjeuner au moissonneur. Dans son panier, on avait mis une grande quantité de nourriture, du pain, de l'huile, du beurre, du miel, du lait. Sur son chemin, il tombe sur un hérisson qui avait l'air de souffrir. Il marchait péniblement en poussant des gémissements de douleur. Ah, ah, ah. Le chat s'apitoie sur son sort, s'approche de lui et lui propose son aide. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Le hérisson, d'une petite voix à peine audible, le supplie. « Âme charitable, je te prie de me transporter jusqu'à ma demeure. Elle est sur ton chemin. J'ai trop mal. Je n'arrive pas à marcher. Ah.
Sans hésiter, le chat se penche sur lui, le ramasse délicatement et le pose doucement au fond de son panier. Une fois bien installé dans le panier, le hérisson se frotte les pattes. Il a un large sourire et se met à saliver. Il jubile face à un tel banquet. Et c'est avec voracité qu'il puise dans le miel, le beurre, l'huile et le lait. Une fois rassasié, il s'adresse à son bienfaiteur. « Âme charitable, je te prie de me déposer ici. Je suis arrivé à destination. Je te serai reconnaissant toute ma vie. » Mais avant de s'en aller, feignant une révérence en signe d'adieu, il prend soin d'enduire de beurre rance la queue du chat. Bercé par l'euphorie d'avoir accompli un geste charitable, le chat ne se doutait de rien et il continue son chemin en chantonnant « Miaou, miaou, miaou ». À son arrivée, tenaillé par la faim, les moissonneurs se précipitent à sa rencontre et lui arrachent le panier des pâtes. Quand ils y jettent un œil, ils se figent et échangent des regards consternés. Il ne reste plus que des miettes. Ils interrogent le chat qui nie catégoriquement avoir puisé dans le panier. « Si ce n'est pas toi, qui est le coupable à ton avis ?»« Je vous jure, Wallah, Wallah, je ne sais pas. C'est un mystère. » Décontenancés, les moissonneurs s'approchent du suspect et le fouillent à la recherche d'un indice. N'importe quel indice qui prouvera sa culpabilité. On lui fait ouvrir la bouche. Pas de traces de nourriture. On passe ses pattes au crible. Rien. Mais dès que l'aîné flaire la queue, ils sont envahis par une odeur de beurre rance. C'est elle la coupable. C'est elle la voleuse. C'est ta queue. Furieux contre sa queue, le chat se tourne vers elle, la secoue, lui fait mordre la poussière en lui disant « Quand tu me suivais et m'obéissais, je te reconnaissais mienne. À présent, tu oses me trahir et manger à mon insu. Tu me fais honte, espèce de chapardeuse, espèce de voleuse. Je te renie, je te renie. » Et d'un coup de dent, il la cisaille. Et comme une ordure, il la jette loin de lui. L'élection des ministres. Kenya Meken, il était une fois un lion. Ce lion a depuis la nuit des temps régné seul. Il a toujours imposé sa loi en despote. Or un jour, il décide d'adopter une nouvelle façon de gouverner et de nommer un vizir à ses côtés. Il ne trouve de meilleure façon d'inaugurer cette nouvelle ère que d'organiser un concours pour la désignation de ce ministre. Il convie tous les animaux à une grande assemblée et leur annonce sa réforme. « Chers sujets, il est temps que je partage avec vous le pouvoir, que vous participiez à la prise des décisions et à la gérance des biens de notre royaume. J'ai donc décidé de nommer un vizir. Ce sera celui ou celle qui, parmi vous demain, verra le premier le soleil se lever. » Le lendemain, dès l'aube, tous les animaux sont au rendez-vous prévu au fond de la forêt. Tous ont les yeux tournés du côté de l'est. Tous, excepté le hérisson, qui regarde du côté opposé et s'expose à la risée de l'assemblée. Tandis que règne un silence pesant et une tension extrême, une petite voix s'élève. « Le voici! Le voici, votre majesté, le voici! Voici le soleil !» Toutes les têtes se tournent du côté de la voix. La surprise des animaux est grande lorsqu'ils voient le roi féliciter l'ingénieux hérisson qui a remporté le concours. En effet, il a vu le reflet des rayons du soleil à l'ouest avant que le soleil lui-même ne se lève à l'est.
Et depuis ce jour, le hérisson est le bras droit du lion, roi de la forêt. Le hérisson, le loup et le lion malade. Ken et Meken, il était une fois un lion, un hérisson et un loup. Un jour, le lion tombe malade. Comme il est alité, des rumeurs inquiétantes circulent au sujet de sa santé. C'est pourquoi le hérisson propose au loup d'aller ensemble rendre une visite de courtoisie au lion et s'enquérir de son état de santé. Arrivé au seuil de la maison, le loup décide d'entrer le premier chez sa majesté le lion. Par peur, par complaisance ou par imprudence, il improvise une recette médicale susceptible de guérir le maître. Si vous buvez du sang de hérisson, vous serez guéri de votre maladie, bafouille-t-il. Mais où vais-je trouver un hérisson? Demande le lion d'une voix fatiguée. Il y en a un, là, juste derrière la porte, s'empresse de répondre le loup. Le lion fait entrer le hérisson. Il le remercie de s'être proposé pour lui venir en aide et il loue l'altruisme et le courage dont il fait preuve en acceptant de se sacrifier pour la bonne cause. Et il ajoute: le loup m'a dit que ton sang est le remède à ma maladie. C'est vrai, mon ami a raison. Voici un peu de mon sang, mais ce sang doit être mélangé avec la cervelle d'un loup pour être efficace. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes venus ensemble. Mais où vais-je trouver le loup? Il vient de partir. Le hérisson le rassure sur un ton calme. Il est encore derrière la porte, il attend votre décision, Majesté. C'est l'un de vos plus fidèles serviteurs, et il n'hésitera sûrement pas à vous rendre ce service. Le lion appelle le loup et lui demande de revenir. Il s'adresse à lui. Loup, voici le sang du hérisson, mais il semble qu'il doit être mélangé avec ta cervelle. Sur ce, le lion, impatient de retrouver ses forces, se jette sur le loup, le dévore et sous ses crocs, la cervelle du pauvre loup dégouline. Le lion et le hérisson. Un jour, le lion, roi de la forêt, convoque tous les animaux à une réunion très importante. À l'heure dite, tous sont présents, sauf le hérisson qui arrive en retard. Le lion, très en colère, lui demande la raison. « C'est que j'avais des petites courses et quelques affaires à régler, » répond le hérisson. « Quelle arrogance! Tu ne respectes plus personne! Tu n'as plus aucune honte !» Le lion se jette sur lui, n'en fait qu'une bouchée et l'avale aussi sec. Mais le hérisson ne se laisse pas faire. Il se roule, se gonfle, enfle et plante ses pics dans la gorge du lion. Le lion, pris d'un malaise, vomit du sang. Jour après jour, sa santé se dégrade. Il réfléchit longuement à la situation. Il regrette de s'être laissé emporter et d'avoir avalé le hérisson. Il le supplie de sortir. « Je te pardonne ce retard, hérisson, mais sors de ma gorge !» Mais le hérisson ne lui fait pas confiance. « Je ne sortirai que si tu me donnes le salut. » Le lion le lui accorde. Le hérisson lui dit alors: « Lion, ouvre grand ta gueule et tousse fort, très
très fort. Le hérisson est alors projeté hors de la gorge du lion et roule par terre. À peine libéré, le hérisson se dresse sur ses pattes et défie le lion. C'est ainsi qu'ils décident d'un commun accord de s'affronter loyalement. Chacun devra choisir ses armes et préparer son armée. Le jour de la bataille, le roi des animaux fait venir tous ses amis les lions. Leurs rugissements retentissent dans toute la forêt, terrifiant toute la faune. Comme à son habitude, le hérisson arrive en retard. Il est fièrement juché sur le dos d'une poule, suivi de ses poussins, qui remplissent la forêt de leurs caquettements et gloussements. Entre ses pattes, il tient un ballot plein de guêpes. Arrivé face au lion, le hérisson ouvre son ballot et libère les guêpes qui se jettent sur les lions et commencent à les piquer. Les lions rugissent, prennent leurs pattes à leur cou et s'enfuient se cacher dans une grotte. Toujours monté sur la poule suivi de ses poussins, le hérisson les poursuit et se poste devant leur cachette. Chaque fois qu'il tente de s'évader, un lion vérifie si la voie est libre. Mais à chaque fois, le hérisson et son armée sont postés à l'entrée de la grotte. En fin de journée, le hérisson décide de lever le camp. Mais avant de partir, il arrache une plume de la queue de la poule et la met devant le trou par lequel les lions les observent. Et s'en va. À chaque fois qu'un lion s'aventure pour voir si la place est libre, il voit la plume que le vent agite et se tourne vers les autres. « Mes amis, sa monture est toujours là. Attendons, ne bougeons surtout pas. » Et c'est ainsi que les lions restèrent enfermés dans la grotte, jusqu'à ce qu'ils soient tous décimés par la faim et la soif. Harmjoud, le teigneux rusé. Ken Mekan, il était une fois un homme appelé Harmjoud, le teigneux rusé, connu pour sa malice et ses fourberies. Un jour, une vieille femme l'engage comme berger. Le contrat de travail devait expirer à la fin du mois de mars, période à laquelle l'oiseau Doukou envahit l'espace de ses cris, pique et excite les bovins. Harmjoud n'hésita pas à abuser de la confiance de sa maîtresse. Il avait vendu toutes les vaches après leur avoir coupé la queue. Ensuite, il avait repéré un terrain marécageux pour y planter les queues. Et puis, il avait couru retrouver la vieille et lui avait dit « C'est horrible! Oh là là, quelle catastrophe, Lella! Si tu savais! Raconte! Raconte au nom de Dieu! C'est horrible! Toutes les vaches se sont aventurées dans un terrain marécageux. Elles se sont enfoncées dans la boue. Il n'y a plus que les queues qui sont visibles. Viens voir, Lella, viens voir, c'est vraiment incroyable. » La vieille se lamenta sur son sort et celui de ses vaches. Au bout d'un moment, elle se résigna et se dit « Mektoub, ce qui devait arriver, arrive. On n'y peut rien. » Une fois l'argent de la vente des bovins dépensé, Harmjoud s'attaqua au reste du bétail. Et la vieille femme n'avait pas besoin de compter pour s'apercevoir que le nombre de ses bêtes diminuait. Elle se voyait impotente et complètement ruinée. C'est ainsi qu'elle réfléchit à une ruse qui la débarrasserait d'Harmjoud, ce filou. Elle était pressée de le congédier, mais le contrat était clair. Elle devait attendre la fin du mois de mars. Dans l'espoir de faire croire à son berger que le contrat était arrivé à terme, elle grimpa sur un arbre et pendant un long moment, elle s'évertua
à imiter le cri de l'oiseau qui annonce le printemps. Doucou, 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 doucou. Harmjou tendit l'oreille et repéra le lieu d'où venait le cri. Il resta sceptique. Comme il est étrange le cri de ce volatile. Pour tirer l'affaire au clair, il ramassa une pierre, la plaça dans sa fronde qui fit tournoyer avant de viser l'arbre. Il s'ensuivit un fracas et un gémissement terrifiant. Au même instant, une masse se détacha de l'arbre et s'écrasa au sol dans un bruit mat. Heureux, une fois de plus, d'avoir réussi son coup, Harmjou partit en sautillant et en répétant ce dicton. Le hibou qui ne sait pas envoler n'en est pas un. Le hibou qui ne sait pas envoler n'en est pas un. Le hibou qui ne sait pas envoler n'en est pas un, n'en est pas un, n'en est pas un. Les deux loups affamés. Il était une fois deux loups qui avaient terriblement faim. Ils ne trouvaient rien à se mettre sous leur terrible croc. Ils en avaient perdu le sommeil. Cette nuit-là, ils étaient d'accord pour changer d'endroit. Toujours aux aguets, ils marchaient à pas de loup. Les oreilles dressées, ils écoutaient le moindre bruit, flairaient la moindre odeur. Soudain, un des loups sursauta, regarda l'autre et lui dit « As-tu entendu comme moi le chant d'un coq là-bas dans la forêt ?» « J'ai entendu le chant d'un coq, mais je crois que ce ne sont que des hallucinations. »« Chut, tais-toi, tu entends bien le chant d'un coq. »« C'est vrai, tu as raison. Cette fois-ci, mes oreilles ne l'ont pas inventé. Ce n'est pas un mirage. Mais notre problème, c'est que ces volatiles sont souvent perchés sur les arbres. Tentons notre chance. Peut-être que nous serons assez malins pour l'attraper. » Ils mirent le chemin de la forêt sous leurs pattes. À l'orée du bois, le second loup, qui avait très peur du noir, décida d'abandonner là. Le premier loup, lui, n'hésita pas. Il s'enfonça dans les broussailles. Il était sans doute plus affamé ou plus audacieux que son ami. Il cherchait, de bosquet en bosquet. Arrivé dans la clairière, il aperçut enfin un coq chantant perché sur le sommet d'un arbre. « Bonjour, monsieur le coq, vous êtes le roi des muezzins. Mon désir serait que vous descendiez et que l'on partage une prière ensemble. »« Désolé, cher loup, je n'ai pas encore fait mes ablutions. Mais un peu plus loin, là-bas, au pied de cet arbre, un ami qui m'est très cher sera heureux de prier avec toi. N'hésite pas à le réveiller. » Le loup se précipita vers l'arbre que lui avait indiqué le coq. Il se pourléchait les babines. Enfin quelque chose à se mettre sous la dent, pensa-t-il. Sa joie fut de courte durée. À peine arrivé près de l'arbre, surgit un chien de chasse. Le loup aurait voulu prendre ses jambes à son cou, mais il était trop tard. La peur le paralysait, la queue basse, le regard méfiant, il dit « Voudriez-vous prier avec moi ?»« Oh, pauvre de moi, je voudrais bien, mais j'ai un terrible mal de tête, surtout quand je vois un loup. »« Je sais ce qui peut guérir votre mal de tête, de la cervelle. Ça tombe bien, j'ai laissé à l'orée du bois une belle proie avec une grosse cervelle. Parce que moi, je vous aurais bien offert la mienne, mais je l'ai perdue, et je n'en ai plus. » Le chien n'était pas d'humeur à écouter ces balivernes. D'un bond, il se saisit du loup et le dévora. Quant à l'autre loup resté à l'orée du bois, il entendit un horrible cri résonner dans la forêt. Il sut qu'un grand malheur était arrivé à son compagnon. Il était heureux de ne pas l'avoir suivi. Il leva les yeux au ciel et vit les dattes d'un palmier. Il se dit « Ah,
Ces délicieuses dattes suffiraient à calmer ma faim. Mais je ne sais ni grimper aux arbres, ni bondir très haut. Je me contenterai de celles qui tombent par terre. Et la gueule grande ouverte, il attendit sous l'arbre. Mon compte est tombé du palmier. Le loup l'a avalé. Le loup et le hérisson. Cette histoire se passe il y a très longtemps, du temps où le chat jouait avec la souris et le soleil avec la lune. En ce temps-là, le loup et Bumhar le hérisson étaient de très bons amis. Ils avaient décidé de travailler la terre ensemble et de partager la récolte de ce champ au grain de blé près. Un champ, ce n'est pas grand pour un loup. Mais pour un hérisson, c'est grand, comme un océan. Après le premier jour des labours, Bumhar, le plus malin de tous les animaux, était si harassé par ce travail qu'il se dit qu'il allait mourir épuisé. De retour chez lui, fatigué, il se mit à réfléchir. Un loup, se dit-il, travaille sans fatigue au moins 100 fois plus qu'un hérisson. Donc, il va s'occuper tout seul de notre champ. Et durant la nuit, le rusé hérisson réfléchit à un stratagème. Le lendemain, il grimpa au sommet de la falaise qui surplombait leur champ. Là, vivaient des perdrix. Il leur dit: « Perdrix, perdrix, joli perdrix, si vous me voyez danser, n'hésitez pas à jeter des pierres sur le loup. Mais si vous me voyez contre la falaise, cessez aussitôt. En échange, je vous donnerai un sac plein de blé. » Une fois dans le champ, le hérisson se mit à danser et une pluie de cailloux s'abattit sur le loup. Il cria effrayé: « Aïe, ouille, 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 aïe, 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 nous allons tous mourir, il faut nous enfuir tout de suite, la falaise nous tombe dessus et la terre va s'ouvrir. » Le hérisson s'arrêta de danser et les perdrix ne jetèrent plus aucun caillou. « Arrête de claquer des dents, loup, ce n'est rien, je vais arranger ce problème. Tu ne me connais pas. Grâce à ma force phénoménale, je vais soutenir cette falaise. » Abasourdi, le loup n'en croyait pas ses oreilles. Le hérisson malicieux se cala contre la falaise et les cailloux cessèrent de rouler. Le loup, tout ébahi, n'en croyait pas ses yeux. « Pendant que je la retiens, dépêche-toi de labourer notre terre. » Encore tout étonné, le loup mit toute son ardeur à retourner le champ. Quand il fut très fatigué, il demanda au hérisson de venir pousser la charrue. Suspicieux, il se disait que si un hérisson pouvait soutenir une falaise, pourquoi pas lui? Peut-être que son ami est un prétentieux. « Pas de problème, lui dit Bumhar, je te laisse volontiers ma place, car ce travail est vraiment très épuisant. » Le loup prit la place du hérisson et Bumhar, derrière la charrue, se mit à danser. À peine le loup eut calé son dos contre la falaise qu'à nouveau une pluie de pierres s'abattit dans un fracas assourdissant. « Allez le loup, pousse plus fort encore !» hurla le hérisson dansant. Le loup avait beau y mettre tout son cœur et toutes ses forces, cela ne changeait rien. Les chutes de pierre ne cessaient pas. Le loup, tout haletant et tout transpirant, se rendit à la raison. Il n'était pas aussi fort que Bumhar pour empêcher cette falaise de s'écrouler. Il préférait encore labourer. Il appela son ami à la rescousse. « Reprends vite ta place. Moi, je ne m'occuperai plus que du champ. Mais avant de reprendre le travail, révèle-moi le secret de ta force phénoménale. » « Ma force est un don de Dieu. Je suis sous la protection de tous les saints. Mais que faut-il que je fasse pour être comme toi? »
Pour être comme moi, c'est très facile. Tu dois toujours aider ton prochain, ainsi que ceux qui sont dans le besoin. C'est tout. Non, tu dois avoir le cœur sur la main et garder les secrets que l'on te confie. As-tu compris maintenant? Oui, oui, dit le loup. J'ai enfin tout compris. Mais il n'avait rien compris. Et c'est ainsi que le loup retourna toute la terre. Il ratissa le champ, puis il sema le blé. Et tous deux n'avaient plus qu'à attendre que la pluie passe et que le blé se mette à pousser. Quand arriva le moment de partager la récolte, le rusé Bumrare se souvint de la promesse faite au perdrix. Ce malin-là vint au rendez-vous avec un couffin qui semblait lourd. Il dit au loup qu'il désirait prendre la moitié de la récolte plus un sac, sous prétexte que son travail était bien plus épuisant et bien plus dangereux que celui du loup. « Pas question, » lui dit le loup. « Nos tâches étaient équitables. J'ai bien travaillé notre champ, et toi tu as empêché la falaise de s'écrouler. Voilà, chacun sa spécialité. » Ils discutèrent, négocièrent âprement. Après moult transactions, Bumrare, fatigué, lui dit « D'accord, d'accord, on va faire moitié-moitié et partager équitablement, selon notre accord de cette manière. Tu répéteras ces paroles après moi et tu donneras un grand coup de pied dans ce couffin. Par le coup de pied dans le sac, je prends ma part tout en vrac. Par le coup de pied dans le sac, je prends ma part tout en vrac. » Joignant le geste à la parole, le loup donna un grand coup de pied dans le couffin. Aussitôt surgit un énorme chien qui bondit à ses trousses. Le loup ne demanda pas son reste et plus vite que son ombre, il disparut. Bumrare le rusé profita de toute la récolte. Il n'oublia pas sa promesse. Il ramena un sac de blé au perdrix. Celles-ci l'ont picoré, et mon histoire avec. Elle a fini dans un gosier.